Bienvenue sur le Reaching Podcast. C'est ici qu'on va faire en sorte que tu deviennes le meilleur basketteur possible en ayant des discussions basées autour de l'entraînement, de la performance et de l'univers basket de manière générale. Alors que tu sois joueur, parent, coach ou simplement passionné de basket, ce podcast est fait pour toi. Si t'es prêt, c'est parti pour un nouvel épisode du Reaching Podcast avec Coach Mathis. La team, comment ça fait plaisir d'être là pour ce nouvel épisode podcast. Le dernier podcast a été plutôt apprécié, j'ai eu que des retours positifs. Donc je me suis dit qu'on allait continuer là-dessus. Et vous avez été nombreux en DM et en commentaire de plusieurs de mes vidéos à me demander comment faire pour entrer en centre de formation. Eh bien c'est la question qu'on va essayer de répondre dans ce podcast. Alors j'ai mis juste à côté de moi, vous le voyez pas, mais une petite prise de notes pour être sûr de rien louper. Je vais vous expliquer un petit peu comment se passe le processus, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il faut ne surtout pas faire, sinon c'est un red flag direct. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu tout ça, et pour ceux qui me connaissent pas, bienvenue déjà. Je m'appelle Coach Mathis, je suis entraîneur de basket diplômé en France, j'ai plusieurs certifications également aux États-Unis en tant qu'entraîneur de basket. Je coach une équipe en France, et je coach plusieurs joueurs professionnels à côté de ça, voilà, en plus de cette chaîne YouTube et de toutes les vidéos qui ressortent. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce que je suis en capacité de répondre à la question du centre de formation? Parce que en 2020-2021, de mémoire, j'étais dans le staff d'un centre de formation de Pro B. Et donc j'ai un petit peu d'expérience là-dedans, et c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir partager avec vous, puisque j'ai vu beaucoup de cas différents postulés pour le centre de formation. Ceux qui avaient potentiellement le niveau pour le faire, mais qu'on n'a même pas invité à venir aux détections. Ceux qui n'avaient pas du tout le niveau, mais qu'on a quand même invité parce qu'il y avait des choses qui étaient pas mal. Bref, on va essayer de répondre à tout ça. Et comment maximiser vos chances d'être invité pour des détections, tout simplement. Il y a plusieurs petites choses à faire. Alors vous le voyez pas, juste à côté de moi, ça sera le cas pour les prochains podcasts, j'ai fait une toute petite prise de notes pour être sûr de rien oublier, donc de temps en temps si vous me voyez regarder sur le côté, c'est juste pour vérifier que je suis toujours bien là où je m'étais fixé. Et voilà, je me suis commandé, pour vous faire la confidence, un petit tableau que je mettrai derrière la caméra dans les prochains jours, pour que ce soit plus facile pour vous et que j'ai juste à, vous savez, bouger un petit peu les yeux pour voir où j'en suis. J'ai aussi un prompteur, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, centre de formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en ce moment qu'il faut postuler au plus tard pour les centres de formation. C'est pour ça que je sors cette vidéo maintenant, parce que la majorité des détections et des choix que les futurs centres, que les centres de formation feront, les futurs joueurs qui seront dans le centre de formation, se décident souvent au mois de février. Des fois, il peut se passer la chose suivante. On fait venir un joueur au mois de février, on le teste sur différents exercices, il s'entraîne avec le centre de formation. On n'est pas tout à fait sûr de certaines choses, du coup on le réinvite un peu plus tard, et c'est souvent pendant les vacances scolaires. Donc vous avez un maximum de chances de postuler maintenant, parce que si vous faites l'entraînement pendant les vacances de février, vous pourrez être potentiellement réinvité en avril, plutôt que d'arriver directement en avril et de devoir faire ses preuves sur un seul entraînement. C'est un petit peu la différence. Alors, déjà, il faut mettre les choses au clair tout de suite. Il y a très peu de joueurs qui sont pris en centre de formation, et j'irai même plus loin. Des fois, c'est pas forcément les meilleurs qui sont pris dans les centres de formation. On y reviendra un tout petit peu plus tard dans ce podcast, mais il faut enlever cet aspect sentimental de la détection de centre de formation. C'est que, des fois ça peut marcher, des fois ça ne peut pas marcher, et pour autant, ça veut pas dire qu'il faut se décourager et qu'on va pas un jour potentiellement pouvoir jouer à haut niveau. Ça veut pas dire ça du tout. Il y a énormément de basketteurs pros qui, même en NBA, qui ne sont pas passés par des structures professionnalisantes comme des centres de formation ou des académies, etc. Donc voilà, il ne faut pas se décourager par rapport à ça. L'idée là, c'est que dans les prochaines semaines, vous soyez à même de postuler dans les centres de formation pour ceux qui sont intéressés pour faire partie de ce centre de formation, des centres de formation, je veux dire. Moi, je ne fais plus partie d'un staff de centre de formation, mais voilà, j'ai quand même certains restes je vois à peu près comment ça fonctionne. Je suis aussi des joueurs qui passent par des centres de formation, donc voilà. Suite à ça, maintenant qu'on sait tout ça, à qui ça concerne? Les centres de formation, il faut savoir que c'est des structures qui sont toutes basées sur des structures professionnelles, comme des équipes des vrais centres de formation agréés. Il faut être en Pro A ou Pro B, enfin Betclic Elite ou Pro B.
Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un double projet, le projet basket d'un côté et le projet scolaire. J'aurais même dû dire le projet scolaire dans un premier temps et ensuite le projet basket. C'est-à-dire que bien, vous allez avoir un emploi du temps qui va être un emploi du temps scolaire, je parle, qui va être adapté pour que vous puissiez vous entraîner plusieurs fois par jour. Ça, c'est important de noter parce qu'il faut avoir cette capacité de pouvoir s'entraîner plusieurs fois par jour. Et c'est pas donné à tout le monde. Je sais que pour entraîner dans un club amateur aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes pour qui s'entraîner 3 fois par semaine, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Et des fois, 4e fois, non, faut que je me repose, je suis fatigué, etc. Donc ça, si vous êtes dans ce profil-là, déjà, ça va être compliqué de pouvoir postuler dans ce genre de structure. Postuler dans ce genre de structure, ça va être aussi compliqué si vous êtes totalement débutant. Alors, attention, on va expliquer tout à l'heure, mais vous pouvez être recruté sur votre potentiel. Si vous êtes recruté sur votre potentiel, que vous soyez débutant ou non, ça n'a pas d'importance réelle. C'est-à-dire qu'on va faire de vous une sorte de projet. Ça arrive souvent sur les premières années U18, où ils sont un petit peu peut-être frêles, peut-être ils manquent de bagages techniques, peut-être, peu importe, mais on se dit, ok, on a 3 ans pour bosser, et dans 3 ans, on va pouvoir en faire un basketteur qui peut potentiellement un jour prétendre à haut niveau. Mais si vous êtes totalement débutant, que vous n'êtes pas très athlétique, que vous n'êtes pas très technique, et que vous n'êtes pas très grand, ne perdez pas votre temps à postuler dans les centres de formation, vous risquez d'être déçu un petit peu pour rien. Par contre, comment est-ce que ça fonctionne dans les centres de formation? Donc avant de faire cet épisode podcast, je suis allé voir au hasard 3 sites d'équipes de Betclic Elite et 3 sites d'équipes de Pro B. Alors, chacun des centres de formation proposait des choses un petit peu différentes. Mais la globalité reste la même. En fait, il suffit d'aller sur le site internet de l'équipe en question, d'aller sur l'onglet formation, espoir, etc. Et puis il y a potentiellement un moment où il y a marqué postuler. Sur certains sites, ça se passe de la manière suivante. Vous avez un PDF à remplir, nom, prénom, taille, poids, où est-ce que vous jouiez les 2 dernières saisons, quel est le nom de votre entraîneur, le nom de vos parents, etc., etc. Plein de questions sur vous. En fait, c'est une sorte de création de CV quelque part pour essayer d'avoir un peu plus d'informations sur vous. L'avantage de ça c'est des centres de formation qui sont à même d'aller checker ce genre de choses. J'expliquerai un petit peu plus tard aussi, j'ai beaucoup de choses à dire plus tard visiblement. Ensuite, donc ça c'est un PDF qu'on remplit et qu'on envoie soit par scan, par mail, c'est souvent comme ça d'ailleurs, c'est même 100% comme ça, c'est tout dématérialisé. Il n'y a plus forcément d'envoi de lettres, mais voilà. On imprime, on remplit, on essaie de bien s'appliquer pour être sûr que toutes les informations soient bien remplies, et hop, on envoie par scan à l'adresse mail qui est exposée. C'est le cas pour, je dirais, un bon tiers des centres de formation. La deuxième possibilité, c'est tout simplement un Google document. Dans le centre de formation dans lequel j'étais, alors j'ai pas envie de donner le nom ici, mais c'était en Auvergne, voilà, donc si vous faites votre recherche, vous allez trouver, c'était en Pro B. C'est un Google document, et l'avantage du Google document, c'est qu'en fait ça va trier automatiquement les joueurs par ordre alphabétique ou par ce qu'on a envie, par taille, par poids, par tout un tas de choses, et en fait on va pouvoir aller chercher ce que l'on a besoin en tant que centre de formation. Si on a besoin d'un intérieur, on va aller à l'onglet, boum, poste 5, et on va pouvoir retrouver ce qu'on veut chercher. Donc il y a cette possibilité-là, et c'est de la même façon, c'est-à-dire nom, prénom, âge, poids, des fois on demande les statistiques, des fois on demande pas mal de choses, et des fois on va vous demander les vidéos aussi. Est-ce que vous avez une vidéo en ligne d'un de vos matchs, de vos highlights, de tout ça? Je vais vous expliquer comment faire ces vidéos-là un petit peu plus tard, mais ça c'est une possibilité, c'est quelque chose qui existe sur les centres de formation. Et enfin, le dernier tiers, on va dire, c'est les centres de formation qui ne vous demandent pas forcément de remplir un document Google, qui ne vous demandent pas forcément d'imprimer un PDF et de l'envoyer en scan, qui vont en fait vous dire, envoyez-moi vos CV basket, vos CV scolaires et potentiellement vos vidéos à l'adresse mail suivante. On va parler de ça tout de suite. On va commencer par ça et puis on va aller sur les autres juste derrière. Sur ce genre de situation, l'idée c'est d'envoyer un mail avec en pièce jointe un CV basket, un CV scolaire,
une sorte de lettre de motivation, mais qui va plutôt être dans le mail, où vous allez mettre pourquoi est-ce que vous voulez rentrer dans une structure de centre de formation, pourquoi est-ce que ce club vous intéresse, etc. Et ensuite, potentiellement, si ce serait le mieux, c'est d'avoir une vidéo de vous. Pour le CV scolaire, faites quelque chose de beau, quelque chose de propre, pas un document Word, nom, prénom, etc. Faites quelque chose de vraiment joli visuellement. Non pas que ça a une grande importance, mais quand c'est un tout petit peu d'esthétisme, c'est plus agréable de lire ce genre de choses. Donc, je vous demande pas de faire des caisses avec des grands schémas, etc. Mais voilà, avec un outil comme Canva, vous pouvez largement faire quelque chose de potable sans avoir des connaissances techniques. Mais voilà, quelque chose de propre, où vous allez mettre vos derniers établissements scolaires, si vous avez fait des stages, pas des stages, si vous voulez, où vous allez, où vous êtes en train de suivre un cursus professionnel, un cursus de CAP potentiellement, un cursus général. Voilà, vous allez mettre ce genre de choses, les études que vous allez faire post-bac, vous allez mettre tout ça là-dedans, vos moyennes scolaires, tout ça. Vous allez mettre les coordonnées de vos profs principaux, vous allez mettre... voilà, vous faites quelque chose de beau, de propre, où il y a toutes les informations, qu'on ne soit pas obligé de revenir vers vous derrière pour avoir d'autres informations. Parce qu'il faut garder en tête une chose, c'est qu'il faut faciliter la tâche de celui qui va lire vos CV, vos lettres de motivation, etc. Donc, on essaye de mettre un maximum d'infos de façon le plus claire possible et la plus agréable possible visuellement. Ça, c'est pour l'aspect scolaire. Pour l'aspect basket, vous allez mettre où est-ce que vous avez commencé le basket, dans quel club vous avez joué, où est-ce que vous jouez aujourd'hui, potentiellement si vous avez vos statistiques, les vraies statistiques, les coordonnées du club, les coordonnées du coach, les coordonnées des parents aussi, ça c'est important. Vous allez mentionner tout ça là-dedans. Vous allez aussi mentionner votre poste de jeu, c'est l'une des choses les plus importantes, votre taille, votre poids, comment dire, j'ai le mot en anglais mais j'ai pas, votre envergure, voilà, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, de savoir l'envergure. Vous allez mentionner tout ça dans votre CV basket, donc vos mensurations en gros, plus votre carrière de basketteur jusqu'à aujourd'hui. Là-dessus, c'est important de ne pas mentir sur les statistiques, sur la taille, sur le poids, sur l'envergure, etc. Je vais vous donner un exemple concret pour vous expliquer pourquoi. Quand j'étais dans le centre de formation, on fait venir un joueur, il nous marque sur son CV qui fait 2,05 m. Le poids, je me souviens plus, mais peu importe, on savait qu'il faisait 2,05 m et qu'il avait une envergure de 2,12 m. Le joueur rêvait, vous voyez, grand, qui a une envergure incroyable, en plus on a vu sur les vidéos qu'il était plutôt athlétique, on s'est dit celui-là, il faut absolument le faire venir, même s'il jouait à l'époque en départ, en région parisienne, peut-être en région, mais en basse région, enfin en poule basse de région, et on le fait venir, et on se rend compte, on se dit, mais il fait pas 2,5 m, c'est pas possible, on a un joueur, il fait 2,03 m, et lui il est plus petit, comment c'est possible? Et en fait, on a mesuré, et en fait il nous avait menti sur sa taille, sur son envergure, donc là, il était bon, hein. Il aurait pu potentiellement être pris s'il nous avait pas forcément menti sur les mensurations. Et on s'est rendu compte en fait que voilà, on veut pas avoir affaire à des personnes qui nous mentent un petit peu pour arranger la vérité. Donc ce joueur-là n'a pas été pris. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de faire ça. C'est important de pas mentir non plus sur là où vous jouez. C'est-à-dire que si vous jouez en équipe 2 qui est en région et que l'équipe 1 elle est en U15 élite par exemple, ou en U18 élite, vous mettez pas que vous jouez ou vous entraînez avec l'équipe U18 élite, parce que U15 élite ou U18 élite, pardon, parce qu'en fait, le monde du basket, c'est un monde très petit. Très 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 petit. Et on peut avoir le numéro de téléphone de n'importe quel coach. Et ça peut nous arriver de prendre notre téléphone, d'appeler le coach de ce joueur-là, et de lui dire, voilà, lui il a postulé pour notre centre de formation, il nous a dit qu'il s'entraîne avec toi, machin, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, pas du tout, il s'entraîne pas du tout avec nous, et puis il est souvent absent avec l'équipe 2, donc sinon il aurait pu s'entraîner avec nous. Mais voilà, et là on commence à avoir des choses sur la personnalité du joueur, des choses qui ne nous conviennent pas. Il faut absolument soigner ça. Voilà, donc pas de mensonges, CV basket absolument propre, pareil que le CV scolaire, et le CV scolaire, comme on a dit tout à l'heure, avec toutes les coordonnées qu'il faut. L'aide de motivation. L'aide de motivation, ça va être le mail. Il faut que vous expliquiez absolument pourquoi
est-ce que vous voulez entrer dans un centre de formation. Ne dites pas parce que je veux devenir basketteur professionnel, parce que ça, c'est presque un red flag. Il faut que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que vous voulez rentrer en centre de formation, mais pas que l'aspect basket, l'aspect double projet. Qu'est-ce que vous voulez faire si le basket ne fonctionne pas? Qu'est-ce que vous voulez faire en parallèle du basket? Quelles sont vos passions qui vous permettent de dire j'aimerais faire du basket, mais en même temps j'aimerais faire une école de journalisme parce que j'aime bien les deux et que je me dis que si le basket n'arrive pas à fonctionner, le journalisme ça peut être quelque chose qui me permet de rester dans le sport. Voilà. Faut qu'il y ait un projet concret dans la lettre de motivation. Et ensuite, il faut qu'il y ait le pourquoi est-ce que vous postulez dans ce centre de formation, dans ce club-là. Personnalisez la chose. C'est-à-dire que si vous mettez le même mail à tout le monde et que vous changez juste le nom du club, ça va être problématique. Ça va être vraiment problématique parce que tous les clubs se connaissent. Donc voilà, on sait que si la personne a vraiment pris le soin de faire le mail ou si juste il envoie le même mail à tout le monde et puis on verra ceux qui répondront. Okay, donc vous personnalisez, ça peut être en parlant de l'histoire du club, ça peut être en parlant de leur expérience de cette saison en U18 Elite et que vous pensez que voilà, machin. Enfin bon bref, vous essayez de personnaliser ça. Dans l'objet du mail, vous essayez de mettre que vous postulez pour le centre de formation, parce que si vous mettez un objet qui n'a rien à voir, le mail risque de passer à la trappe. C'est quelque chose de très précis. Alors là, c'est un peu décousu ce que je vous dis, mais voilà, prenez des notes, n'hésitez pas. Et voilà, donc ça c'est sur les candidatures un peu spontanées par mail. On parlera de la vidéo juste après. Pour les centres de formation, ceux qui demandent de remplir un PDF, là pareil, vous ne mentez pas, vous mettez les vraies coordonnées, vous mettez tout, vous expliquez pour que ce soit le plus beau possible, et vous envoyez ça. Là c'est plutôt facile. Pour le document Google, c'est pareil, on ne ment pas, on essaie de faire quelque chose de bien, de simple, de propre. Vous essayez pas de, par exemple, taille, 2 points, vous mettez 1m95, entre parenthèses, j'ai pas fini de grandir, mais peut-être qu'un jour je pense que je ferai parce que mes parents font, machin. Non, mettez votre taille, et puis s'il y a une observation à faire derrière, vous pourrez le faire, mais voilà, il faut que ça soit propre, il faut que ça puisse rentrer dans un document Excel, donc il faut que ça soit le plus propre possible. Ça me fait penser, on demande aussi souvent en centre de formation la taille des parents. Parce qu'en fait ça peut nous donner une indication sur est-ce qu'il a fini de grandir ou pas. Je sais qu'on faisait ça dans le centre de formation dans lequel j'étais. Maintenant je sais pas si tous les centres de formation font ça. Voilà, ça c'est pour postuler pour un centre de formation. Maintenant on va parler des vidéos que vous allez envoyer. Il y a 2 types de vidéos. Une vidéo qui est pour moi indispensable, c'est vos meilleures actions. Et une vidéo dont je parlerai tout à l'heure qui peut peut-être potentiellement faire une différence à un moment donné. La première vidéo, vous allez la structurer de la manière suivante. Elle va durer entre 2 minutes et 5 minutes maximum. S'ils reçoivent 500 candidatures, vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas regarder toute la vidéo de tout le monde. Ok? Donc, faites-le proprement, faites-le court et faites-le avec vos meilleures actions. J'ai envie de dire rapide, un peu comme un montage TikTok en fait, où il faut que ça soit assez court, assez punchy, que ça aille vite, etc. Sur cette vidéo, vous allez faire 50% de cette vidéo, ça va être vos meilleures actions de scoring. Voilà. Si vous êtes un très bon shooter à 3 points, vous allez mettre beaucoup de tirs à 3 points. Si vous êtes un mec qui slash beaucoup, qui drive beaucoup, qui va vers le cercle énormément, vous allez mettre des actions où vous êtes bon. Pour que le coach se dise, imaginons que je prends ce joueur-là, il va m'apporter ces qualités-là. Par exemple, moi, j'étais pas très bon du tout, enfin j'étais nul, faut dire ce qui est, pour aller marquer des paniers dans la raquette. Ça pouvait m'arriver en match de le faire. Mais si je mettais que les paniers que je marquais dans la raquette, le jour où j'allais venir pour la détection, ils allaient voir que ça correspond pas à ce qui était dans la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mettez vos points forts en scoring, ça prend 50% de la vidéo. Okay, les deuxièmes 50%, ce sont vos points forts. Les deuxièmes, pardon. Donc ça, c'est 50%. 25%, okay, va être pour vos points forts hors scoring. À titre personnel, je pense que ce qui est le plus recherché dans les centres de formation, au-delà de la taille, du potentiel, potentiellement du scoring aussi, c'est les petites choses qui ne se coachent pas. J'entends par là le fait d'être agressif au rebond,
le fait de faire des stops défensifs, mais même si on n'est pas très athlétique, on est un vrai pitbull sur le terrain. Quand il y a une balle qui roule par terre, on plonge pour aller la chercher. C'est ce que les Américains appellent des actions de hustle, c'est-à-dire, voilà, on n'a peur de rien, on n'a pas peur de se faire mal, on n'a pas peur de mettre la tête là où on mettrait pas les mains. Voilà, c'est d'avoir cette mentalité-là, parce que c'est quelque chose qui ne se coache pas et qui est énormément recherché et qui coûte cher, pas forcément en termes d'argent, mais c'est très difficile de trouver ce genre de joueurs-là. Et ce genre de joueurs-là, ils apportent, quoi qu'il arrive, quelque chose de bon dans une équipe. Ok ? Donc ça peut être les rebonds, ça peut être pourquoi pas les passes décisives, hein. Un point fort en passe décisive, ça peut être bien, une vision de jeu exceptionnelle, une vision de jeu sur pick and roll qui est incroyable, ça peut être des actions défensives, comme je vous ai dit, tout un tas de choses, le fait de provoquer des fautes offensives, des charges, voilà. Pendant 25% de la vidéo, vous mettez vos meilleures actions, vos meilleurs points forts, quelque chose qui vous rend unique. Et les derniers 25%, ça va être la défense. Donc, si vous venez de mettre des stops défensifs pendant 25%, bah essayez de mettre, je sais pas, de la défense collective par exemple. Essayez de mettre, je sais pas, le fait d'aller courir en contre-attaque, de faire une interception, d'aller courir en contre-attaque, ça peut être toutes ces choses-là. Mais voilà, essayez de structurer 50% attaque, 25% points forts, 25% défense, et voilà, défense, je comprends le rebond, je comprends toutes ces choses-là. Ne surtout pas faire. Envoyez une vidéo de très mauvaise qualité où vous faites que des dunks en contre-attaque. Alors, je suis dans un niveau professionnel, l'année dernière je coachais en national, je suis dans un niveau amateur, pardon, l'année dernière je coachais en national 3, et il y avait plein de joueurs qui me contactaient, ou des parents de joueurs qui me disaient « Ouais, mon fils il est super fort, voici la vidéo ». Et la vidéo, c'était une vidéo de mec qui jouait la carotte pour aller mettre des gros dunks en contre-attaque, et encore les gros dunks, bah ça va intéresser personne. Un centre de formation, ce qu'il veut, c'est gagner des matchs, bien entendu, parce qu'il y a la réputation du centre de formation qui compte, mais c'est surtout développer un basket qui va vous amener à jouer un jour en professionnel. En professionnel, il n'y a pas 250 dunks par match. En professionnel, tu fais une carotte pour aller marquer ton dunk, tu finis sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Donc, mettez des actions qui correspondent un petit peu au milieu dans lequel vous allez postuler. Donc voilà, ça c'est pour la vidéo. Et le deuxième type de vidéo qui va nous intéresser, qui est trop sous-coté, mais qui pour moi est vraiment important, c'est les vidéos d'entraînement. Voilà, ça, c'est, pour moi, personne ne le fait, et c'est ce qui... Alors, c'était aux États-Unis, d'ailleurs je ferai une vidéo sur comment postuler aux États-Unis dans les prochains jours, là, un podcast un peu comme celui-là, mais bref. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai envoyé ma vidéo, un peu comme celle que je suis en train de vous expliquer là, à un coach, et pas de réponse. Je lui ai renvoyé une vidéo juste après, où je m'entraînais, où je faisais un entraînement avec beaucoup d'intensité, etc. Et c'est là où il est revenu vers moi. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Ce qu'on aime, les coachs, dans ce genre de vidéo, c'est l'autonomie qu'a le joueur. Ce qui va nous intéresser, c'est l'intensité que vous y mettez, c'est la pertinence des exercices, c'est-à-dire que si vous faites des slaloms de plot, c'est pas très intéressant. Par contre, si vous faites du dribble avec 2 ballons, si vous faites quelque chose qui est retrouvable d'ailleurs sur YouTube, ou même sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, si vous filmez ça et que vous mettez ça dans une courte vidéo de moins de 5 minutes, bah ça peut intéresser. Ce qui compte, c'est que vous y mettiez énormément d'intensité, de l'envie, et que vous montrez que vous êtes déterminé à réussir, et que vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un entraîneur ou de faire que des entraînements de club pour pouvoir réussir. Vous êtes capable de prendre votre destin en main pour pouvoir vous entraîner. C'est un petit bonus, je pense pas que tous les coachs regardent ça. Moi je sais qu'en tant que coach, ça peut faire la différence, voilà, d'avoir ce type de vidéo. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Vous vous filmez en train de vous entraîner, vous pouvez soit garder l'entraînement en entier, mais je suis pas sûr que ça ait un énorme intérêt, ou vous pouvez couper pour mettre vos meilleurs paniers, etc., pour que ça soit réduit en moins de 5 minutes. Voilà, ça c'est les 2 autres vidéos. Donc on a parlé à peu près de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir postuler en centre de formation. C'est maintenant qu'il va falloir le faire. Mais avant de partir, je vais vous expliquer les erreurs à éviter sur tout ce que je viens de vous dire. Donc je vous ai dit qu'il fallait éviter de mentir, ça c'est une évidence. Il faut éviter de envoyer CV et lettre de motivation de postuler pour un centre de formation si vous savez que vos parents ne seront pas d'accord. Ça fera gagner du temps à tout le monde. C'est pas grave si c'est le cas.
Il faut éviter absolument de dire, donc d'envoyer ses CV, de postuler pour un centre de formation, d'être invité à une détection et de ne pas venir sans prévenir. Et il faut éviter donc toutes ces choses-là. Sur les vidéos, il faut éviter de mettre des musiques, parce que le coach n'en a rien à faire de la musique de fond que vous allez mettre. Alors ça fait stylé, certes, mais on s'en fout. Même au contraire, peut-être qu'il va ouvrir la vidéo et va dire « Oh là là, c'est trop fort le son, boum, je ferme ». Il faut faciliter la vie, il faut éviter le plus possible de trouver une excuse pour le coach de quitter la vidéo. Voilà. Il faut éviter ça absolument. Donc la musique, on s'en fout. Si vos parents filment les matchs et qu'ils font des commentaires, vous coupez le son. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ok ? Toutes ces choses-là, il faut vraiment les éviter. Il faut faire quelque chose de sain, quelque chose de propre. Et si vous n'êtes pas pris, si on ne revient pas vers vous, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a de fortes chances pour que vous soyez invité à faire une détection et que vous soyez refusé. Et ça, c'est quelque chose dont je voudrais aussi parler. C'est que les centres de formation vont pas forcément vous dire « Oui, tu as été pris, non, tu n'as pas été pris ». Alors oui, tu as été pris, ils vont vous le dire, croyez-moi qu'ils vont vous le dire. Mais ils peuvent vous faire venir pour une détection, ils peuvent vous voir, ils peuvent à la fin même vous dire « On a un profil intéressant, on va y réfléchir » et ne plus jamais revenir vers vous. Donc, si vous postulez sur un centre de formation et que vous dites « Ça s'est super bien passé avec tel club, je pense que ça va le faire », vous allez quand même à l'autre détection pour laquelle vous avez été invité, même si c'est un club qui vous plaît un peu moins. Vaut mieux avoir 2 options à choisir que 0 option. D'accord ? Voilà. C'était un petit peu ce que je voulais vous dire pour les centres de formation. C'était un petit peu décousu, je vérifie, ouais, j'ai parlé de tout, c'est parfait. C'est un peu décousu, c'est l'idée aussi du podcast, c'est de se dire, j'allume la caméra et puis je vous parle sur les meilleurs conseils que je peux avoir. Là, j'ai juste fait une toute petite prise de notes pour être sûr de parler d'à peu près tout. Ça peut être un peu décousu, mon esprit part un petit peu dans tous les sens, mais c'est ça que j'aime bien avec les épisodes podcast, c'est qu'il y a moins de structure, moins de montage, et donc c'est plus une conversation que j'ai avec vous. Et ça va m'intéresser. Je vais faire la même vidéo pour aller jouer au Canada ou aux États-Unis dans les prochains jours, sur un épisode podcast similaire. Je vais faire ça, et je vais aussi, normalement dans les prochaines semaines, il y aura une bonne surprise par rapport à ça. Je vous en dis pas plus, mais voilà. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez postuler pour un centre de formation, eh bien, je vous souhaite bon courage, faites-le, vous n'avez rien à perdre. Bien sûr, si vous êtes ultra débutant et que c'est pas la peine d'espérer, donc peut-être vous pouvez, vous avez rien à perdre, mais peut-être ne vous dites pas, il faut absolument que je sois pris en centre de formation, sinon ça va pas le faire. Restez raisonnable, le centre de formation n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen d'y accéder, il y a d'autres moyens d'accéder au niveau ou à autre chose. Pas forcément pour devenir professionnel, mais voilà. Je vous souhaite bon courage si vous postulez. Je vous dis à très vite sur un nouvel épisode podcast ou sur une nouvelle vidéo. C'était Coach Mathis. Dites-moi en commentaire quel est le prochain sujet que vous voulez voir sur les podcasts. Until next time, ciao.